Il était une fois la première grève des animateurs. Nous sommes dans le studio Fleischer, qui a déjà à son actif les grandes séries Betty Boop et Popeye, et qui est considéré comme le deuxième plus grand studio d'animation des années 30 après Disney. Le studio Fleischer est particulier dans son organisation. Le fondateur et directeur, Max, essaye d'en faire une grande famille. Littéralement, puisqu'en plus de faire travailler ses frères, son animateur phare, Seymour Knechtel, est son beau-fils. D'un autre côté, les studios sont plutôt industrialisés, les tâches séparées entre animateurs, intervallistes et encreurs. Et il y a plus de 150 employés. Si Max est paternaliste avec ses animateurs, les intervallistes et encreurs se plaignent des conditions de travail, des salaires bas et du manque d'évolution. En ces temps où les syndicats s'organisent, la grève menace. En 1936 est créé le syndicat des artistes commerciaux et designers, le CADU, qui va recevoir beaucoup d'adhérents chez les intervallistes de Fleischer. En 1937, les studios Fleischer produisent 4 séries en simultané: Popeye, Betty Boop, Screen Songs et Classic Colors. Poussés par la Paramount, leur distributeur, à produire de plus en plus de cartoons, Fleischer va en demander trop à ses équipes et notamment ses intervallistes. Il est aidé en cela par sa chef intervalliste, Edith Wernick, une des premières animatrices après Lillian Astor, également chez Fleischer. Ses collègues décrivaient Madame Wernick comme efficace mais stricte et elle cristallisait beaucoup de critiques. Mi-avril 1937, Max reçoit les syndicats, mais refuse leurs conditions, revendiquant qu'ils sont les animateurs les mieux payés et les seuls dont les heures supplémentaires sont payées. Dans le même temps, 15 employés sont licenciés pour leur lien avec le syndicat. C'en est trop pour le CADU qui déclenche la grève le 7 mai. Une émeute s'ensuit entre les grévistes qui bloquent l'accès au studio et les non-grévistes. Le 10 mai, les animateurs sont appelés à venir travailler, mais seuls 16 passent les piquets, parmi lesquels Bob Kane et Lillian Astor. Après une semaine de grève, la ligne de piquet se fait plus fine et tous les animateurs fidèles à Max Fleischer reprennent le travail. Ne pouvant empêcher la production, les grévistes décident d'appeler au boycott. Ils défilent devant les studios au chant de « Je suis Popeye le syndicaliste » et placardent des affiches de revendication dans les cinémas de la Paramount. Les maisons des frères Fleischer sont également encerclées. La grève dure 5 mois, au bout desquels la Paramount, dont l'image est touchée, demande à Fleischer de mettre fin à la grève. Les employés obtiennent ainsi leur semaine de 40 heures, congés payés et congés maladie et reprennent le travail le 12 octobre. Cette grève laissera Max Fleischer épuisé, se sentant trahi par ses employés. Considérant que le succès de Popeye est à la source de la grève, il souhaite en finir au plus vite avec cette licence pour se tourner vers des films plus sérieux. Son frère Dave, qui trouve que Max a été trop laxiste envers les grévistes, souhaite au contraire continuer les films comiques qui l'ont rendu riche. C'est le début d'une longue mésentente entre les deux frères. En janvier 1938, Max Fleischer annonce officiellement que le studio sera déménagé de New York à Miami. Max cherche clairement à s'établir dans un endroit où les syndicats sont moins organisés, mais aussi à se rapprocher du climat de vacances dans lequel travaillent les studios californiens comme Disney. Le studio de Miami est ainsi le premier à être construit spécialement pour accueillir une équipe d'animation. Si entre 1937 et 1939 la production de courts-métrages est ralentie par la grève, et un projet sur lequel on reviendra, les séries continuent. Popeye est sous la supervision de Seymour Knechtel, avec Jacques Mercer à la voix et à l'écriture, tandis que Margie Hines remplace Mae Questel sur Olive. Les deux comédiens se marieront d'ailleurs en 1939. Les épisodes de Popeye sont de plus en plus inventifs, les premières histoires de demoiselles en détresse semblent bien loin. La rivalité avec Brutus pour Olive est toujours présente, mais mise en scène différemment. Par exemple, dans un épisode, Olive est infirmière et Popeye et Brutus essayent d'être le plus blessés possible pour se faire soigner par elle. Popeye va jusqu'à donner des épinards à Brutus. Dans un épisode, les rivaux essayent de faire arrêter de pleurer un bébé qui dans un autre épisode mangera des épinards pour sauver Popeye. On a aussi des épisodes où Popeye essaye d'apprendre à être un gentleman, un épisode où Popeye enfant, et un où Popeye est malade d'amour parce qu'Olive ne veut plus de lui. Bref, des épisodes toujours originaux. On a également un nouveau moyen-métrage avec les 40 voleurs et la lampe. Dans ses Color Classics, Fleischer met en scène des personnages récurrents comme ce petit âne ou ce poisson, des dessins animés mignons et rigolos. Le dernier de 1939, qui raconte une enquête au pays des légumes, semble un symphonifolâtre inventif, mais tous ne sont pas de cette qualité.
1939 sera par contre la dernière année pour Betty Boop. Privée de ses gags langoureux, elle cédait souvent sa place à son chiot, Pudgy, qui n'a pas une grande personnalité, ou à son ami Grampy, que j'aime bien parce que c'est un inventeur loufoque et du coup c'est toujours original. 1939 signe aussi la fin des screen-songs pendant 10 ans. Flesker avait pourtant renouvelé le concept en incluant un prologue ou un épilogue, des gags absurdes ayant un rapport plus ou moins direct avec la chanson. Après ces temps tumultueux, Flesker compte bien se remettre sur les rails. Et pour se rapprocher de son rival, quoi de mieux qu'un long métrage ?